Accord. Accord. Corps à corps. Très heureuse de réunir mes deux figures, j'allais dire deux chouchous de Tocsin. J'ai Éric Brancard avec moi à mes côtés. Bonjour Éric Brancard. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Journaliste, historien, spécialiste du gaullisme, des services secrets, auteur de nombreux ouvrages, De Gaulle et les Grands, aux éditions Perrin, L'Ami américain évidemment, Ma Bible aux éditions Perrin. Et puis plus récemment, 10 mois pour en finir avec Hitler, toujours chez Perrin, ou encore 300 jours. Non, c'est toujours le même. Donc voilà. Et puis, évidemment, vous avez votre émission sur Tocsin qui plaît beaucoup. Émission historique à retrouver sur Tocsin Plus, où vous revenez justement sur les faces cachées de l'histoire. C'est bien ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous, puisque vous nous permettez d'avoir un petit peu de votre émission dans la matinale. J'essaye de tirer la couverture à moi, vous voyez. Et Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour Éric, bonjour Clémence. Alors, merci beaucoup aussi d'être avec nous, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et puis, j'ai encore une fois pas le nom de votre Substack, si vous pouvez nous le redonner, s'il vous plaît, Régis. Régis, apostrophe, Substack. Ça veut dire le Substack de Régis. Oui. C'est ce qu'ils m'ont donné au début, puis je ne l'ai jamais changé, donc je le garde comme ça, c'est très personnel. Ça flatte mon narcissisme. Oui, donc c'est parfait. Alors, oui. Allons sur peut-être d'ailleurs un autre narcissique, Lionel Jospin. Et pour commencer, je vous propose d'écouter l'hommage rendu par François Hollande à la mort de Lionel Jospin, lundi 23 sur France Télévisions. On écoute ça. François Hollande, vous l'avez bien connu, vous avez travaillé avec lui. Votre réaction ce soir à la mort de Lionel Jospin? C'est une idée de la gauche qui, non pas disparaît, mais qui ne trouve plus cette incarnation qui a été la sienne pendant des décennies. Lionel Jospin, c'était une orientation, le réalisme de gauche, conjuguer les réalités économiques avec les avancées sociales. C'était une méthode, la gauche plurielle. La gauche plurielle, c'était pas l'addition des sensibilités ou la fragmentation, c'était pas une l'alliance rose, rouge, vert, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Non, c'était une ligne, la clarté, et autour de laquelle il pouvait y avoir le rassemblement. Et quand il n'y avait plus cette harmonie, eh bien on sait ce qui s'est apparu le 21 avril 2002. Ensuite, Lionel Jospin, c'est une rigueur morale. Et la gauche a besoin d'une éthique, toujours plus peut-être que d'autres formations politiques. C'est beau, hein, une idée de la gauche. Le réalisme économique. La gauche plurielle, c'est la clarté. Bon, voilà, ça c'était pour la version, la belle version de Lionel Jospin. On va aller dans une autre version. Je rappelle juste les grandes dates de Lionel Jospin avant de vous donner la parole à vous pour avoir un peu plus d'informations. D'abord, il est mort à l'âge de 88 ans. Il était chef de gouvernement de 97 à 2002, premier secrétaire du PS de 81 à 88, puis de 92 à 97. Il s'est aussi présenté sans succès aux élections présidentielles en 1995 et en 2002. Et il avait fini derrière Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et puis voilà, on va s'arrêter là, puisque le reste, on va le faire avec vous. Alors, je propose de commencer par Éric Brancard, moi, pour avoir un peu une première présentation de notre ami Michel. Michel, oui. Alors, je reviens sur ce qu'a dit François Hollande. Je crois que je n'ai jamais entendu autant de bêtises en si peu de temps. Alors, il y a peut-être une chose qu'il faut retenir, c'est l'intégrité personnelle. Je pars sous le contrôle de Régis. Je vais m'occuper de son intégrité. Oui, je crois qu'à titre personnel, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de politique pour s'enrichir. Sûrement. Mais peut-être que vous me contredirez. Mais pour le reste, faire l'apologie de la clarté quand on parle de Lionel Jospin pour un type qui s'est dissimulé jusqu'à 63 ans, je dis bien jusqu'à 63 ans, puisqu'il a fallu attendre 1999, il avait donc 63 ans, pour qu'il admette avoir fait partie de l'OCI. Alors l'OCI, qu'est-ce que c'est? L'Organisation communiste internationaliste, qui est le dernier épigone de la 4e internationale de Trotsky. On savait, il y avait des soupçons depuis très longtemps sur son appartenance à ce mouvement. Il a dû, parce qu'il a été traqué par des journalistes qui ont fait leur travail, des journalistes de droite, des journalistes de gauche, tout le monde a fait son travail, et on a découvert qu'il mentait, et c'est vraiment au dernier moment qu'il a admis en avoir fait partie. Or, la marque de fabrique de l'OCI, c'est le secret. C'est le secret et la dissimulation.
Trotsky disait, à propos de la stratégie qui était la sienne après sa rupture avec Staline, il disait se cacher toujours, se cacher encore et arriver jusqu'à la cour du tsar. Eh bien, Jospin est arrivé jusqu'à la cour du tsar. Il n'est pas devenu tsar lui-même, mais jusqu'à 63 ans, il a totalement dissimulé ce qu'avait été son parcours. Donc, parler de clarté pour un personnage pareil, c'est tout à fait incroyable. Oui, déjà, ça commence mal. Alors, peut-être, j'imagine, Régis, que vous avez des choses à nous raconter aussi sur ce Premier ministre, Lionel Jospin, qui donc a été membre de l'OCI, je rappelle, Organisation communiste internationale. Alors, on lui donne des qualificatifs, il était honnête, c'était la probité. Bon, mon œil, je vais vous en dire un mot de ça. Alors, Éric a tout à fait raison de commencer par dire, attendez, c'est le roi de la dissimulation. Il a été premier secrétaire du Parti socialiste, il a été ministre, se présentant comme socialiste, alors qu'il était membre d'une organisation trotskiste, clandestine, semi-clandestine d'ailleurs. Ce qui n'est pas sans poser toute une série de problèmes directement politiques, parce que OCI, ça veut dire Organisation communiste internationaliste, c'est-à-dire que c'était un réseau mondial. Bon, faut savoir que c'était les lambertistes. Les lambertistes, c'était les plus tarés de toute ma jeunesse, ceux-là, et qui avaient, c'était les héritiers de courants trotskistes qui furent extrêmement suspects pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui luttaient contre la résistance en disant n'oubliez pas que sous l'uniforme allemand, c'est un travailleur, et quand il y avait eu le débarquement en Normandie, ces gens-là avaient dit aux gens ne vous engagez pas, sur la résistance. Bon, sa famille était des pacifistes avant qui ont eu flirté assez, et quand je dis sa famille, c'est ses parents qui ont flirté avec la collaboration. Il ne faut pas oublier ça. Bon, donc il a été élevé là-dedans, et la première chose qu'il a faite, c'est-à-dire qu'il s'est engagé dans un mouvement très particulier, dont je rappelle que, parce que ce trotskisme-là, il est quand même à l'origine, et Laurent Ozon le démontre bien, il est quand même à l'origine du courant néoconservateur américain qui est en train de mettre la planète à feu et à sang. Il ne faut pas oublier ça. Bon, très bien. Donc, lui-même alors, juste, pardon, Régis. Un menteur. Oui, Régis, ouais, top. Est-ce qu'on peut s'arrêter là sur menteur? C'est très intéressant, mais ce que vous venez de dire sur le lambertisme, qui serait à l'origine du néoconservatisme américain, tout ça, je pense que c'est très important, c'est même fondamental. Si vous voulez bien, je me tourne vers Éric Branca, on appuie un peu sur ce sujet-là, puis je vous redonne la parole après. Une seule illustration. D'abord, il faut lire effectivement le livre de Laurent Ozon, qui est absolument passionnant. Tous les faucons américains des années 80, 90, etc., étaient d'anciens trotskistes. Wolfowitz et j'en passe. Une illustration de ce qu'a été la politique de Jospin. C'est tout à fait intéressant. C'est le Premier ministre qui a le plus privatisé d'entreprises publiques pendant qu'il était Premier ministre. Plus que Chirac entre 86 et 88, plus que Balladur entre 93 et 95. Je la liste ici, c'est absolument hallucinant. Et notamment, il a privatisé des entreprises de souveraineté. Il achève de privatiser Renault, personne ne va pleurer là-dessus. Des entreprises d'assurance, des banques, le Crédit Lyonnais, la Banque Hervé, etc. Bon, mais surtout, Thales, Thomson, l'aérospatiale, Eramet. Alors, Eramet, c'est pas la défense, mais c'est l'entreprise qui gère le nickel en Calédonie. Donc, des entreprises absolument stratégiques de souveraineté, c'est lui qui les a bradées. C'est pas la droite. C'est sous Jospin que ça s'est fait. Intéressant. Et juste sur le lambertisme, est-ce que vous pouvez nous faire une définition du lambertisme? C'était de l'entrisme absolument partout, effectivement. Il date de quand ce mouvement alors? Après-guerre. Après-guerre, il succède à la quatrième. Enfin, il fait partie de la 4e internationale, donc qu'avait créé Trotsky, et ils entrent, donc ils font de l'entrisme dans tous les partis, d'abord sociaux-démocrates, mais aussi un peu à droite, et même ils ont essayé au Parti communiste. Ça n'a pas bien marché. Ils ont essayé. Et donc, l'idée, c'était d'avoir ce qu'on appelait des blazes, c'est-à-dire des pseudos. Lui, c'était Michel, d'autres, c'était... D'où le fameux Michel, dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et donc, il y avait des méthodes très précises d'entrisme à des postes clés, et notamment au Parti socialiste. Alors, on reviendra peut-être là-dessus, parce que j'ai pas mal de choses à raconter là-dessus, sur la manière dont ils ont investi le Parti socialiste, et dont Mitterrand s'est servi d'eux, en même temps qu'ils se sont servis de Mitterrand.
On ne sait pas d'ailleurs qui s'est le plus servi des trotskistes, ou si c'est Mitterrand, ou si c'est les trotskistes qui sont servis de lui. Intéressant. Je voudrais quand même, avant de vous donner la parole, Régis, vous faire écouter un extrait. Là-dessus, oui. je voudrais, je voudrais rajouter quelque chose. Rajoutez si vous voulez, on écoute après. Concernant les lambertistes, alors Cambadélis, Mélenchon, etc., c'était quelque chose de effectivement un petit peu particulier. Et puisque je parlerai tout à l'heure de la probité, c'est aux lambertistes qu'on a confié l'UNEF. Si vous voulez, l'UNEF était divisée. Il y avait l'UNEF communiste, ça s'appelait, je ne me rappelle plus, il y avait UNEF Renouveau, ça c'était les cocos, et il y avait UNEF indépendante démocratique, et ça c'était les socialistes qui ont confié la gestion de l'UNEF avec tous les éléments qui en dépendaient, c'est-à-dire les mutuelles des étudiants et tout, qui se sont livrés à un véritable pillage. Les honnêtes lambertistes auxquels appartenait Lionel Jospin. Un véritable pillage qui a donné lieu à quelques vagues procédures quand même, qui avaient concerné tout un tas de caciques socialistes. Voilà. Je ferme la parenthèse et je vous le repasse la parole. Dis donc, c'est parfait ça. Il est mené à la baguette aujourd'hui, c'est notre Régis de Castelnau. Alors, on va écouter une interview de France 2, l'interview de Patrick Dierich. C'est vous qui nous l'avez envoyé, je crois, Eric. Ingénieur de recherche à l'Observatoire de Meudon, ancien militant trotskiste. Il confirme donc que le Premier ministre Lionel Jospin a bien été membre de l'OCI et a infiltré le Parti socialiste dans les années 70. On écoute cet extrait. C'est quand même assez cocasse, cet extrait. C'est cocasse. Alors, il y a plein d'autres témoignages, mais lui était assez scandalisé de voir qu'il oubliait ses origines. Je vais vous raconter une anecdote qui en dit long sur le caractère sectaire de ce personnage qu'on présente comme un modèle d'ouverture. Et je la tiens vraiment de la bouche du cheval. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean Picolet, qui était un éditeur indépendant que j'aimais beaucoup, et qui avait été étudiant en même temps que Jospin, et il était étudiant en droit comme Jospin, qui préparait l'ENA à l'époque. Ça se passe en 59-60. Ils étaient tous les deux à la cité universitaire d'Antony. Picolet était déjà à droite, il faisait partie de l'UNEF, mais l'UNEF minoritaire, où il y avait des gens de droite, et puis il y avait l'UNEF majoritaire, qui était déjà investie par les trotskistes et dont faisait partie Jospin. Et donc ils se croisaient dans les couloirs de la cité universitaire, ils ne se saluaient pas. Enfin, Picolet qui essayait d'avoir des contacts, mais il n'y arrivait pas. L'autre était d'une raideur, le regardait avec d'une façon extrêmement désagréable. Et puis un jour, Picolet tombe malade à la veille d'un examen. Il tombe malade, il a 40 degrés de fièvre, etc. Et un copain à lui, qui est communiste, avec lequel il était très lié, lui donne qui est un étudiant en médecine, lui file des antibiotiques. Il lui file des antibiotiques et le brave Picolet est sauvé, il a son examen. Et Jospin fond le lendemain sur le communiste et lui dit « Mais tu as soigné un ennemi de classe, je te reconnais bien là. » Et Picolet à ce moment-là, m'a dit « J'ai appris qu'on pouvait avoir des amis partout, même au Parti communiste, mais avec les trotskistes, jamais, parce que la guerre civile n'est jamais loin. » C'est beau. Et ça, je le tiens de la bouche du cheval. Oui, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Régis. Alors, l'Osterkismar, c'était une expression, je crois que c'est lui, elle est de lui d'ailleurs, je crois. Était un homme d'une grande probité. Alors, je suis d'accord avec Éric, je ne pense pas que, en ce qui le concernait, il y avait peut-être cette austérité, et je ne crois pas qu'il y avait l'envie, un rapport particulier à l'argent et l'envie de s'enrichir. Non, il voulait du pouvoir. Il était ce militant sectaire sur les orientations politiques desquelles je dirai tout à l'heure un petit mot. Mais pour reprendre ce qu'a dit Éric concernant les privatisations, ça allait plus loin encore. Et donc, il arrive au Parti socialiste dans les années 80, arrivé de François Mitterrand au pouvoir, et après 30 ans, arrivé dans les salons de la République, dans les différentes institutions, de toute une génération de socialistes plus ou moins jeunes qui s'installent. Et ça a été, les années 80 ont été les années fric.
les années fric, ça a été la grande corruption, ça a été la catastrophe morale qu'a connue notre pays sous direction socialiste, n'oubliez jamais ça, et qui ont abouti à la fameuse loi de 1990 sur le financement public, qui était une loi qui au départ était souhaitable, hein, et la loi de 90 destinée à mettre fin à ces abus. Ça a été la foire. Ça a été la foire et M. Lionel Jospin était premier secrétaire du PS. Oui. Le financement de la vie politique se passait par la corruption de la décision publique. C'est-à-dire que la gestion des eaux, la gestion des ordures, la gestion des transports étaient en général des régies publiques. Eh bien, sous le règne des socialistes, c'est passé au privé, parce que là, c'est pas de la privatisation juridique. Non, là, c'est de la privatisation fonctionnelle, hein, et ça leur a été donné avec, au passage, bien évidemment, les commissions. Toute la corruption de ces années, je pense aux autorisations de centres commerciaux, j'ai connu ça, Clémence. J'ai connu ça. J'ai vu passer les valises de billets, hein. Dans tous les partis, ça se passait, il faut le reconnaître. Mais à l'époque, il y avait une étude qui avait été faite. Ce système nécessitait du coulage. Ce que j'appelle le coulage, c'est-à-dire qu'au passage, hein, dans la mesure, par exemple, où le Parti socialiste, il y avait beaucoup de courants, chaque courant voulait son argent, chaque courant voulait ses commissions et voulait profiter de la corruption, et au passage, les intermédiaires se servaient. Hein, rappelez-vous que la première grande affaire de corruption, c'est celle du Carrefour du développement, hein, et Lionel Jospin est déjà responsable du Parti socialiste. Il savait tout. Hein, et donc, cette étude dont je parlais a abouti à une conclusion. Tous les partis le faisaient, c'est exact, mais les deux partis où il y avait le plus de corruption personnelle, c'était les centristes et les socialistes. Le RPR était contrôlé, hein, sinon très contrôlé, et le Parti communiste, n'en parlons pas. Hein, c'était militaire comme organisation, bien. Mais le Parti socialiste était un des partis les plus corrompus de France. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, je ne dis pas que Lionel Jospin a touché quelque chose au passage, mais il le savait, il couvrait et il en vivait. Il en vivait quand il était permanent, il en vivait quand effectivement ça permettait de prendre le pouvoir et de se retrouver aux responsabilités dans... On a perdu un peu Régis. Bien qu'il y ait une grande probité. Alors, il y en a un qui a payé pour les autres, c'est Henri Emmanuelli. Pas grand-chose. Hein. Van Rumbeck avait réussi à le faire, l'attraire en correctionnel. Hein, mais Lionel Jospin a été un dirigeant socialiste qui a tout couvert de ces années de folie. Qui ont porté vraiment un préjudice considérable à la France, oui. Un préjudice économique et un préjudice moral tout à fait considérable. Ça, moi, je ne veux pas qu'on vienne me raconter et me parler de probité. C'est pas vrai. Non, mais c'est très bien ce que vous faites tous les deux ce matin, parce qu'en effet, vraiment, c'est vraiment ce qu'on entend partout. Hein. C'est quelqu'un de droit, Alors, certes, il était peut-être froid, mais droit peut-être autre chose. Alors, Éric Banca, vous souhaitiez réagir, et moi, je voudrais rajouter une question. On a commencé à l'aborder tout à l'heure, on disait, voilà, il vient quand même d'un mouvement internationaliste. Je voudrais qu'on revienne sur ce côté internationaliste, et justement, comme vous dites, il a fondu ses entreprises privées, publiques dans le privé, etc. Quels étaient les objectifs finalement portés par cet homme ? Je crois que c'était le pouvoir, effectivement. Mais ça, c'est personnel. C'était personnel. Ouais. Il a surtout été l'homme qui a dissous, je dirais, qui a détruit les institutions existantes. Et ça, c'est très trotskiste. Mais ça, c'était télécommandé, ça ou c'était... Le télécommandé, je crois qu'ils avaient ça un peu dans leur ADN politique. Hein. Je voudrais revenir 30 secondes, parce qu'on va oublier après, sur l'histoire de la corruption. Il y a eu une affaire totalement oubliée, mais qui a été considérable dans les années 80, c'était celle de la MNEF. Or, le scandale de la MNEF, la Mutuelle nationale des étudiants de France, qui était entièrement contrôlée par les trotskistes, par d'anciens de l'OCI, au terme d'un deal qui a eu lieu en 1985. Il y avait l'imprimerie de l'OCI qui était en très très grande difficulté, qui a été rachetée par la MNEF. Et là, ils ont fait d'une pierre deux coups. L'OCI a envoyé 300 de ses militants devenir des cadres du Parti socialiste. Les Cambadélis, Mélenchon, effectivement, qui était déjà un peu avant, mais ils sont arrivés au PS. Et là, ils ont pris en main le PS, ils ont créé SOS Racisme, etc., qui a eu un rôle absolument délétère
Ça, c'est encore un autre sujet. Et dans l'affaire de l'AMNEF, il faut savoir que l'AMNEF avait acheté un yacht. Un yacht. Est-ce que l'argent des étudiants de France a été consacré à l'achat d'un yacht, entre autres. C'est incroyable. C'est quand même insensé. Bon, il y a eu des condamnations. Alors, il y avait Julien Drey qui s'achetait des montres, Cambadélis qui allait sur le yacht avec Dominique Strauss-Kahn, etc. Ah bah tiens. C'était ce monde-là. C'était ce monde-là. Donc, il y a eu Fouque après, et il y a eu notre ami Manuel Valls aussi un peu. Alors, je reviens sur votre question. Pardon, je ne voulais Oui, pas oui. du tout Non, mais l'éluder. vous avez raison, c'est très intéressant. Donc, SOS Racisme, ça a été extrêmement important parce qu'on est vraiment passé de l'égalité républicaine à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la racialisation du débat. Et là, nous le voyons se développer avec la clientélisation, en fait. Et la clientélisation, absolument. Et ça, c'est quelque chose que les communistes ignorent complètement. Les communistes étaient dans la tradition républicaine de l'égalité civile, etc. Pourquoi est-ce que Mitterrand s'est servi des trotskistes au Parti communiste? C'était pour marginaliser deux courants d'emblée. Quand il recrute Jospin, ou que Jospin s'invite au Parti socialiste en 71, il fallait lutter à la fois contre l'ancienne SFIO, quand il prend le pouvoir au Congrès d'Épinay en 71, donc il évacue tous les vieux, les Guy Bollet, etc. Et contre la tendance Chevènement, qui devenait très importante et qui était jugée nationaliste, trop nationaliste. Souverainiste, en fait. Oui. Souverainiste, on dirait maintenant, à l'époque, quand il disait. Et ça énervait beaucoup les trotskistes. Ils ont missionné pour ça. Ils ont été missionnés pour ça. Et ils ont relativement réussi. Et puis, il fallait donc... pardon, là, je vous coupe, mais pour revenir, vous répondez à ma question. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une mission de lutter contre la tendance nationaliste. Absolument. Donc, d'ouverture, d'intérêt, internationalistes, donc en tout cas, au détriment de la France. Absolument. Et donc, en 1971, il entre au Parti socialiste avec cette double mission. Et puis ensuite, il faut lutter également contre l'hégémonie du Parti communiste. Et donc l'union de la gauche, Mitterrand ne l'a fait que pour inverser le rapport de force entre les socialistes et les communistes. Je rappelle que les communistes faisaient plus de 20% à l'élection présidentielle de 69. C'était du clos. Et ça, il fallait vraiment lutter contre ça. Et Mitterrand, en privé, disait ailleurs, quand il allait à l'étranger, il avait dit ça à Helmut Schmidt, il avait dit ça aussi au Portugais Mário Soares. Il avait dit « Je vais plumer la volaille communiste ». Et celui qui avait pour mission de plumer la volaille communiste en changeant le prolétariat, en remplaçant le prolétariat ouvrier par le prolétariat multiculturaliste, celui des deuxième, troisième génération d'immigrés, c'était les trotskistes. Et donc, vous avez un fil conducteur entre la mission originelle de Jospin et ce qu'il a fait quand il a été Premier ministre, quand il crée la loi SRU, etc., qui oblige les villes à avoir un minimum de logements sociaux, etc., pour loger l'immigration à laquelle on a ouvert les frontières très largement sous François Mitterrand. Oui. Alors, Régis, oui, moi, je pense que Éric vient de nous parler des tactiques mitterrandienne, qui était un fin tacticien, comment il prend le Parti socialiste au congrès d'Épinay, ensuite comment est-ce qu'il arrive au pouvoir, il avait cette façon de se servir des différents courants, des différents personnages. Il avait un ennemi interne quand il était président, c'était... mais ça y est, le nom m'échappe, qui sera Premier ministre en 88, c'est... Michel Rocard. Michel Rocard, voilà, Michel Rocard. Mais il ne faut pas oublier, enfin moi c'est mon opinion, que Lionel Jospin avait sa propre orientation. Il avait sa propre orientation à partir de 1900, je vais dire 91, 92, les élections de 93 qui sont un désastre pour le Parti socialiste. François Mitterrand est toujours président, mais il est très malade. Donc toute cette fin de règne, c'est Lionel Jospin qui prend le pouvoir au sein du Parti socialiste. Rappelons-nous le choix du candidat pour l'élection présidentielle de 1995. On ne pensait pas à Lionel Jospin. Or, en fait, il avait réussi à installer son pouvoir au sein du Parti socialiste. Donc, il est choisi.
Et lui, il a une orientation. Il a une orientation et elle a été caractérisée par Aquilino Morel, vous vous rappelez, qui était conseiller chez Hollande, hein, l'homme qui se faisait faire ses chaussures à l'Élysée, et qui a fait un livre en disant, attendez, le néolibéralisme, c'est d'abord et avant tout le Parti socialiste français, au plan international, en montrant que dans les différentes instances, à l'Organisation mondiale du commerce, au FMI, etc., c'était des socialistes français qui ont été effectivement les fourriers du néolibéralisme en Europe. Tout ce qui a été fait en direction de l'évolution de la construction européenne pour aboutir à l'UE que l'on connaît, c'est Lionel Jospin. Ce qui explique toutes ces privatisations, qui explique ses prises de position quand il est Premier ministre, bon sang de bonsoir, et qu'il dit, face à des salariés qui sont en lutte contre la fermeture d'une boîte qui a touché beaucoup de subsides publics, l'État ne peut pas tout. C'est Villevorde, c'était Villevorde. C'était Villevorde. C'est-à-dire cette phrase terrible, l'État ne peut pas tout. Et donc, mon programme n'est pas socialiste, dit-il quand il se présente à la présidence de la République. C'est quelqu'un qui a mis en œuvre une stratégie qui était l'instauration en France du néolibéralisme. Parce que les politiques du Francfort, on pourrait voir tout le catalogue de ce qui a été fait pendant ces années. Alors, la responsabilité de François Mitterrand est très importante, mais celle de Lionel Jospin aussi. Il était le patron. Et quand il arrive, c'est lui qui met François Hollande à la tête du PS, quand il devient Premier ministre, et il sera donc l'artisan du passage de la France au néolibéralisme. Ça, c'est mon approche. Alors, il y a ça, bien évidemment, donc quand on vient me dire homme de gauche, gauche plurielle, ceci, cela, etc., pour ce qui me concerne, c'est une blague. Mais il a fait pire. Parce que pour moi, le pire du pire, c'est quoi? Dans tout ce qu'on vient de décrire, hein, je l'ai mis dans un petit papier que j'ai fait sur le Substack, c'est en 2002, il est donc... En 2001, pardon. Ah oui. Il est donc battu. Il est battu parce que, avec arrogance, hein, il s'imagine que c'est dans la poche et il ne fait pas une bonne campagne. Il faut quand même rappeler qu'en 95, il fait 23% au premier tour. Attendez, là, vous parlez de la présidentielle? Présidentielle de 95, pardon. Hein. Oui, 95, et après c'est 2002, c'est bien 2002. Hein. Voilà, c'est 2002. Et en 95, donc il fait 23% au premier tour, il fait 15% péniblement. Donc, c'est le fruit de sa politique en 2002. Et c'est donc le fameux séisme du 21 avril. Oui. Et il est battu et il ne sera pas président de la République. Ce qui ne va pas l'empêcher de continuer à prendre des positions, etc. À chaque fois, la dernière qu'il a prise politique, c'est d'introniser, de soutenir Glucksmann, encore bravo. Mais en 2003, lorsque Jacques Chirac sauve l'honneur de la France à propos de l'agression et du crime contre la paix commis par George Bush et le camarade de l'international socialiste Tony Blair. Donc, c'est l'agression contre l'Irak. Oui, avec le fameux discours à l'ONU. Jacques Chirac s'y oppose. Les Allemands aussi à l'époque. Hein. Jacques Chirac s'y oppose et refuse et fait acte. Au moins cette fois-là, il fait acte de gaullisme. Bon, eh bien, qu'a fait Lionel Jospin? Il a demandé à Moscovici et à Hollande, hein, ces deux de ces créatures, d'aller à l'ambassade des États-Unis pour faire savoir aux Américains que lui, il était opposé à la position de Jacques Chirac et que s'il avait été président, la France aurait accompagné. Chevènement, alors il y a des faits. Hein, on va me dire que j'invente, tout le monde le sait, mais Chevènement avait dit au moment de la guerre en Irak en 2003, bah oui, si Lionel Jospin avait été président de la République, bien évidemment, la France aurait été impliquée pour le critiquer, cette position. Donc, je veux dire, c'était une vraie trahison quelque part, ça. Oui. D'aller dire aux patrons américains auxquels on était soumis, ah mais vous savez, moi je suis un bon domestique, hein, j'aurais été avec vous pour cette horreur.
ce qui a été une horreur dont on voit encore aujourd'hui, on paye encore les conséquences, après des millions de morts, après des millions de personnes déplacées, hein, et bien monsieur Jospin, il trouvait ça formidable et il voulait surtout faire savoir au patron que lui n'était pas d'accord. Oui. Oui, mais c'est intéressant, c'était un néolibéral en effet avant l'heure. Oui. Il a fait en fait exactement ce que Sarkozy a fait au même moment. C'est ce que j'allais dire, c'était un Sarkozy sa valeur. J'ai failli le dire, je me suis dit je vais me faire insulter sur les réseaux. Mais je l'ai dit, ça y est. Donc, puisque vous parliez de 2002 et la défaite qu'il n'imaginait pas, il faut quand même se rappeler, hein, puis de la déflagration en effet de ces résultats qui sont tombés le 21 avril. Je propose d'écouter un extrait qui date du 18 avril, donc avant les résultats des élections, où Lionel Jospin est très très loin d'imaginer qui pourrait être éliminé. Et on regarde ça. Imaginez juste une minute que vous soyez pas au second tour. J'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Bon, donc on peut passer à la question suivante peut-être. J'ai une réaction normale, mais tempérée par la raison. Voilà, Éric Branca. Oui, on l'entend rire d'ailleurs. Oui. C'est extrait d'un documentaire qui avait été fait pour passer tout de suite après son élection et qui n'est passé qu'un an plus tard. Et ça a été enregistré quelques jours avant. Oui, il ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait. Non, oui. Et c'est vraiment, comme l'a dit Régis, le bilan de ces quelques années de néolibéralisme effréné. Je le répète, parce que ça, il faut que les gens le sachent, il a plus privatisé que Chirac et Balladur réunis. Et puis, il y a eu autre chose quand même. On parlait de trahison tout à l'heure. Et là, c'est une trahison pas seulement envers la gauche, mais envers la France tout court. C'est ce qu'il a fait au nucléaire français. Ah oui. Parce que son premier acte en 1997, c'est d'arrêter le surgénérateur Superphénix. Eh oui. Superphénix, il le fait pour faire plaisir aux Verts, dont il n'a pas besoin, avec Dominique Voynet, dont il n'a pas besoin mathématiquement en 1997, car la gauche plurielle, sans les Verts, a un peu plus de 300 députés. La majorité absolue, c'est 289. Et bien, malgré ça, pour leur faire plaisir, il arrête Superphénix, qui était un projet absolument extraordinaire, puisque ça permettait de recycler 90% des matières fissiles, et donc de régler le problème de la dépendance à l'uranium, et de recycler, car la vraie critique qu'on peut faire, la seule valable que les écologistes puissent faire contre le nucléaire, c'est le problème des déchets. Ce problème, il est réglé par le recyclage. Et d'ailleurs, il faut dire que M. Macron fera la même chose quand il arrêtera le successeur de Superphénix, qui est le surgénérateur Astrid. Oui, et ça c'est 2022. Hein, donc c'est assez récent. Ouais. Et ça, à mon avis, c'est absolument impardonnable parce que c'est 60 ans d'efforts du contribuable français pour se doter d'une énergie propre et renouvelable. Ouais. Quel temps perdu à chaque fois par des actes pareils. Comment pouvait-il ne pas imaginer que Jean-Marie Le Pen, donc, pourrait monter. Alors allez-y, Clémence, en vous racontant une anecdote. Alors racontez-nous. Qui ne l'implique pas directement, personnelle, une anecdote personnelle. Hein, je me répète souvent, Clémence, privilège de l'âge, j'ai vu passer beaucoup de choses. Bon, donc, nous sommes en 2021. En 2021, la gauche plurielle est au pouvoir, ils se croient à tout permis, ils sont un peu ivres de ce pouvoir, hein, parce qu'il faut reconnaître que leur arrivée au pouvoir de 1997, c'est extraordinaire quand même. La bêtise de Chirac avec sa dissolution, proposée par Dominique de Villepin, ne jamais oublier ça non plus. Hein. Bien. Donc, en 2021, moi, je faisais partie des gens qui agitaient le grelot en disant faites attention. En 2021, il y a des municipales, vague bleue, mais évidente. Je fais mes pointages. Moi, mon cabinet travaillait beaucoup avec les collectivités locales. C'était sa spécialisation principale. Et donc, je constate que on a une vague bleue. Quelques jours avant, c'est-à-dire le mercredi qui précède le premier tour des municipales, je rencontre une amie qui est secrétaire nationale du Parti socialiste et qui me dit « Je sors du bureau national, la vague rose de 2021 va être telle que Chirac va être obligé de démissionner ». Qui était dans son mandat de président. C'est 2001. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, vous êtes... Oui, vous êtes sur 2021. Oui.
Moi aussi, j'étais en train de vérifier la date, je me disais, il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire que le Bureau national du Parti socialiste était tellement ivre et détaché des réalités qu'il pensait que la vague rose du premier tour des municipales de 2021 serait telle que Jacques Chirac serait poussé à la démission. Non mais le rêve total. C'est une vague bleue qui se produit, qui est masquée par deux choses. La perte de Paris, parce que Philippe Séguin passe son temps à se tirer des obus de mortier dans les pieds pendant toute la campagne. Donc on fait cadeau, merci du cadeau, parce qu'ils repartiront jamais, coucou Monsieur Grégoire, hein, on fait cadeau de Paris et Lyon. Et également Lyon qui est récupéré. Donc, ils s'aveuglent. Et ils sont persuadés, alors même que ceux qui agitaient le grelot, j'en faisais partie, en disant vous devriez faire attention, hein, vous devriez faire attention. Puis un jour, j'ai une discussion avec des amis, on déjeunait, et donc je dis, mais attendez, vous allez vous planter. Je pars aux socialistes. Et le lendemain, j'ai un de mes amis députés socialistes qui m'appelle et qui avait eu une discussion avec les participants à ce déjeuner et qui me dit, dis donc Régis, on me dit que tu as viré Rassemblement National, à l'époque Front National. Hein, qu'est-ce que je dois dire, me dit-il en rigolant. C'est-à-dire que si on leur disait, vous allez vous planter, on était fascistes. Ils étaient ivres, franchement. Franchement, ils étaient ivres. Oui. Et quand, si vous voulez, je veux pas. C'est plus facile de raconter l'histoire quand on connaît la fin, mais on le voyait arriver, ça. La deuxième place de Jean-Marie Le Pen, on le voyait. Ils étaient ivres ou déconnectés dans leurs petites arcanes de pouvoir. Et peut-être les deux. Peut-être les deux. Oui. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. C'était une introduction aux deux émissions que va suivre Éric Branca et qu'on va pouvoir retrouver sur Toxin Plus dans vos rendez-vous Éric Branca. Vous avez deux rendez-vous sur Lionel Jospin, oui, c'est ça, en deux parties. Absolument, je vais faire quelque chose sur son bilan global, sur sa personnalité, etc. Parce qu'il y a beaucoup à dire qu'on n'a pas eu le temps de dire là. Évidemment. Et puis la deuxième, je vais vraiment réserver 40 minutes à l'affaire du nucléaire parce que c'est impardonnable. Oui. Et ça, c'est vraiment c'est l'horreur dans l'horreur, si j'ose dire. Oui. Tiens, alors, Clémence, je vais faire la pub de mon ami Éric Branca. Oui. Certains, j'ai entendu dire à droite à gauche, ah oui, c'est le nouveau Alain Decaux. Non, c'est bien mieux que ça. Hein. C'est le nouvel Henri Guillemin. Hein, pour ceux qui connaissent les formidables... Les deux, c'est pas mal quand même. Je ne sais plus où mettre. Télévision suisse qu'on peut retrouver sur YouTube, qui était un conteur inouï, d'une mauvaise foi fabuleuse, hein, mais ce n'est pas le cas d'Éric Branca. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un formidable rendez-vous. Suivez Éric comme on suit Guillemin. Oui, merci Régis, mais je suis d'accord, je ne peux qu'être d'accord. C'est un très beau rendez-vous, on est très fiers de vous avoir Éric parmi nous, tout comme vous d'ailleurs Régis, merci beaucoup à tous les deux. Je le rappelle, et donc Éric, on vous retrouve sur Toxin Plus pour ces deux séries spéciales autour de Lionel Jospin. Merci encore. Merci à vous tous. L'un des premiers médias à enquêter le plus fortement sur les Epstein Files en France. D'ailleurs, on est contacté maintenant par des Américains pour travailler main dans la main avec eux sur ce réseau et sur ce qui se passe derrière. Mais ça fait trembler la France, ça fait trembler les réseaux internationaux. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça et la censure augmente tous les jours plus. Ils veulent nous censurer, ils veulent nous fermer, ils veulent que Toxin et les autres médias qui font le même travail disparaissent. Et c'est vraiment maintenant qu'il faut activer les boucles en interne, les contacts directs avec Toxin. Et pour ça, c'est facile, c'est toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Rentrez dans la boucle de Toxin, rencontrons-nous tous directement, organisons la résistance et faisons-le avant qu'on soit totalement fermé. Je compte sur vous.